messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'actualité sur la radio-télévision du groupe L'Avenir, dont voici les principales articulations. Sonnette d'alarme, le mouvement du 23 mars se réorganise à partir du territoire de Rutshuru et Nyiragongo. C'est la société civile qui révèle cette information après avoir été alertée par la population de ces deux coins de la province du Nord Kivu. Et puis sachez également que le mouvement du 23 mars est à nouveau ravitaillé donc en vivres et non-vivres à partir du Rwanda grâce à la collaboration avec l'armée rwandaise de la RDF. Dans ce journal, nous allons encore parler dans notre chapitre du monde qui a célébré ce 5 octobre la journée mondiale de l'enseignante et de l'enseignant. La journée a été placée sous les signes de l'enseignant pour l'équilibre entre le genre. En République démocratique du Congo, aucune manifestation n'a été organisée à cet effet. Et puis en République démocratique du Congo, ce jour, il a été joué le deuxième jour de la première journée de la Linafoot, la Ligue nationale du football. En République démocratique du Congo, l'AS Vita Club a remporté sur 4 buts à 0 et à Lubumbashi, Mazembe a remporté sur 6 buts à 0. Nous allons donc y revenir dans le courant de cette édition d'actualité sur la radio-télévision du groupe L'Avenir. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Comme nous vous le disions tout à l'heure dans le sommaire, sachez que dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, il est signalé que le mouvement du 23 mars a encore commencé ses activités à partir du territoire de Nyiragongo et celui de Rutshuru. Il faut savoir que ce mouvement a été signalé par la population du Nord Kivu qui a donc alerté la société civile à partir de ce coin de la République. Le mouvement du 23 mars est en train de travailler en collaboration avec le mouvement, avec l'armée rwandaise, bien sûr, qui ravitaille le mouvement du 23 mars en vivre et non-vivre. Dans un autre chapitre, sachez que ce jour, la communauté internationale a célébré la journée consacrée à l'enseignant, mais en République démocratique du Congo, aucune activité n'a été organisée à cet effet. Il faut signaler que la journée a été placée sous les signes de l'égalité entre l'homme et la femme, mais en République démocratique du Congo, l'enseignant continue à clamer que la prise en charge soit prise totalement par le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais chose qui n'est pas encore faite. Et puis sachez qu'aujourd'hui a démarré ce samedi donc le deuxième jour de la première journée du championnat de la Linafoot Division 1 à Kinshasa au stade Tata Raphaël. DSMP a battu le club sportif Rejolu 3 buts à 1 alors que à Lubumbashi, le Lubumbashi Sport n'a pas joué face à Kapalo. Ce dimanche, l'Asve Club et Mazembe ont réussi leur première sortie en s'imposant respectivement face à RCK et 4 buts à 1 et Las Bantou 7 buts à 0. Nous allons donc vous laisser découvrir ces images à partir de la régie. Nous allons entamer la page rétrospective de ce journal. Mesdames et messieurs, la semaine a été marquée par le dépôt par le Premier ministre Matata Ponyo-Mapon du budget de l'État exercice 2015. Matata Ponyo-Mapon est allé déposer cette loi des finances au bureau du Parlement entre les mains de Aubin Minakou. Nous allons donc découvrir ce qu'a été les réactions de Matata Ponyo après le dépôt de cette loi financière. Globalement, ce budget se situe à un peu plus de 8 milliards 300 de francs congolais. C'est un budget en équilibre. C'est un budget qui essaye de tenir à la fois des exigences de la vision du chef de l'État, dans le cas de la révolution de la modernité. Un budget qui veut rester dans la logique du social, pour continuer les programmes initiés par le chef de l'État dans le cadre de la modernisation des infrastructures, dans le cadre de construction des écoles,
dans les cadres des constructions et d'équipements d'hôpitaux et des centres de santé, dans les cadres de la modernisation du secteur agricole, pour pouvoir rencontrer les préoccupations sociales fondamentales de l'ensemble de la population congolaise, avec notamment l'intensification de la modernisation agricole à travers des parcs agro-industriels comme celui de Bukangalonzo, dont près de 5000 hectares sont en train d'être sémés. Bref, c'est un budget qui rentre dans la vision de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Vous avez suivi l'allocution prestigieuse du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État a dit « La RDC est un pays debout ». C'est une économie en forte croissance, parmi l'une des meilleures croissances au monde pour le moment. Et la RDC, c'est aussi un pays qui a un cadre macroéconomique exceptionnellement stable. Pour la énième fois, nous allons encore réaliser un taux d'inflation de près de 1%. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. L'année passée, on a réalisé un taux d'inflation de 1%. Cette année, on est en train d'aller vers le 1%. Et l'année prochaine, pour le budget que nous venons de présenter, les taux est en dessous des 4%. Nous recevons sur ce plateau un invité, il s'agit de Franklin Chamala, mais avant de le recevoir, suivez d'abord ceci. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Vous avez suivi l'actualité avec nous. Cette semaine, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon est allé déposer la loi financière auprès de l'Assemblée nationale pour examen et vote. Est-ce que vous pensez que cette proposition de loi budgétaire répond aux aspirations des Congolais? Merci beaucoup mon frère Jenny Kaninda pour l'invitation de la TGA. Vous savez d'entrée de jeu que les développements, c'est un processus cumulatif. Ça veut dire simplement que l'on a fait des choses depuis une décennie, des choses constructives, et il faut savoir maintenir le cap dans l'essence de la construction du pays. Le Premier ministre a relevé le fait que nous venons de loin. Il y a 13 ans, les budgets de ces pays étaient évalués à environ 300 millions de dollars. 13 ans après, nos capacités en mobilisation de ressources ont été multipliées par 30. C'est ça l'essentiel qu'il faut retenir. Et l'essentiel qu'il faut retenir à travers cette démarche, à travers les clichés de ces budgets qui a été présenté pour l'exercice 2015 par les chefs du gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale, c'est qu'il faille maintenir l'effort. L'effort dans le sens de la mobilisation de ressources, l'effort dans le sens du travail productif. Mais vous avez quand même plusieurs revendications. Pas plus tard que le samedi, on a suivi les professeurs d'université réunis au sein de la Poukine qui ont également émis le vœu de voir leurs revendications être prises en compte dans le budget. Mais en même temps, on semble voir que le gouvernement voudrait s'atteler sur le social des Congolais, mais vous ne pensez pas que par rapport à l'exécution des budgets précédents, nous allons bientôt parler de la reddition des comptes, et que si bien qu'on offre aux Congolais un budget d'à peu près 9 milliards de francs congolais ou 8 milliards de dollars en plus, mais on n'arrive jamais à atteindre une exécution qui avoisine 80%. Est-ce que ça ne va pas poser problème cette année? Bon, voilà, vous posez beaucoup de problèmes au même moment. Les professeurs d'université ont beaucoup de revendications, autant que les enseignants de l'école primaire, autant que les fonctionnaires, autant que les mamans maraîchères et toutes les composantes de la vie de notre pays. Maintenant, la gestion financière, la gestion y compris des finances publiques, consiste à pouvoir accorder les ressources qui sont toujours limitées aux besoins
économiques qui sont toujours illimités. Nous avons toujours des besoins illimités, y compris en famille. Vous comprenez? Et la gestion procède par le mariage, l'arbitrage qu'il faut faire entre des ressources économiques qui sont, elles, toujours limitées pour les personnes physiques, pour les personnes morales, pour les États. Le mariage qu'il faut faire ou l'arbitrage qu'il faut faire entre ces besoins qui sont illimités et les ressources qui sont, elles, limitées. Vous comprenez? C'est clair. Alors maintenant, les professeurs ont des besoins, ils vont les présenter et le gouvernement fera l'arbitrage entre les besoins des professeurs, ceux des enseignants et tout pour voir qu'est-ce qui leur revient, qu'est-ce qui revient à tel, pour cet exercice 2015. Il s'agit du budget de l'État pour l'exercice 2015 et non pour toute la vie de la RDC. Une autre question, vous dites, maintenant, est-ce que l'on pourra passer à la phase de l'exécution optimale du budget? Bon, voyons, jusqu'ici, à la suite des débats qu'il y a eu autour de la loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2013, l'exécution de notre budget en recettes avoisine les 70%. 70%. Est-ce que 70%, c'est médiocre? Encore que lorsque vous allez dans le fond des choses, ce sont les ressources extérieures que le gouvernement a du mal à pouvoir mobiliser souvent parce que la plupart des bailleurs de fonds, après avoir promis, ils se rébiffent. Mais non, l'essentiel c'est... Pourquoi ils se rébiffent? Mais vous comprenez, les bailleurs de fonds, ils sont souvent capricieux. Quand vous savez, les relations internationales, elles sont faites autour d'intérêts. Lorsque tel n'a pas trouvé son intérêt, dans une démarche quelconque, dans une convention quelconque, il peut se rébiffer à tout moment. Par rapport au principe de la gouvernance, par exemple? Mais non, ce n'est pas toujours par rapport au principe de la gouvernance. Il y a toujours beaucoup d'autres paramètres qui interviennent sur ce chapitre-là. Mais notez également que lorsque nous parlons de ces choses, il faut avoir le sens de la mesure. Regardez, les députés nationaux ont stigmatisé le fait qu'il y a une adéquation entre le taux de croissance de notre pays qui est continu à la hausse et les taux de recettes de notre pays qui baissent d'un exercice à un autre. Mais notez qu'il n'y a pas toujours de rapport entre les deux variables. Il y a des rapports entre les deux variables lorsque les secteurs d'une économie sont fiscalisés entièrement. Tous les secteurs qui participent au PIB du pays sont fiscalisés. Mais ici, dans notre pays, les secteurs qui est porteur de la croissance, les secteurs de mines, c'est un secteur où les opérateurs économiques sont bénéficiaires de beaucoup d'exonérations, notamment pour l'impôt sur le bénéfice et profit. Vous le savez. Et donc, vous voyez donc là des opérateurs qui produisent beaucoup de ressources, mais qui pendant 5 ans ne payent pas l'impôt sur les bénéfices et profit. Parce que pendant les 5 premiers exercices, les codes miniers et les codes d'investissement leur donnent en fait le droit de ne pas payer ces IBP afin de pouvoir amortir les investissements importants qu'ils ont consentis. Nous poursuivons. Laissez-nous en parler de la reddition des comptes parce que au courant de cette même semaine, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, était devant les députés nationaux pour pouvoir s'expliquer sur certaines questions qui lui ont été posées par rapport à l'exercice budgétaire 2013. Donc le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a rassuré les députés nationaux dans la prise en compte par le gouvernement des recommandations qui ont été formulées par les élus du peuple. Suivez. Le gouvernement de la République reconnaît et accepte de se conformer aux recommandations de la Chambre basse du Parlement dans l'exécution du budget de l'État dans les exercices à venir. Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, a aussi reconnu les faiblesses du code minier qui ne facilite pas la tâche aux services d'assiette à mieux faire leur travail. Le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2014 a été déclaré recevable et envoyé à l'ECOFIN pour une étude approfondie. Bien avant cela, les élus du peuple ont clôturé les échanges sur la question orale avec débat du député national Claudel Loubaya sur les tracasseries aux frontières de la RDC. Sur proposition du bureau, la plénière a accepté la mise sur pied d'une commission pour approfondir la question. La première recommandation, c'est que l'ordre opérationnel soit retiré, que le décret présidentiel soit appliqué, qu'une mission d'enquête soit dépêchée sur l'ensemble du territoire national et principalement dans les postes à problème pour aller vérifier toutes ces allégations qui sont fondées pour la plupart
et proposer des mesures idoines de correction. Mais la troisième recommandation, c'est qu'il faut réformer, sinon accélérer la réforme du secteur de la sécurité. Il faut que la douane, il faut que la migration, il faut que le renseignement civil, le renseignement militaire, que la justice, que tous ces corps soient réformés, que tous ces corps soient soumis au contrôle démocratique de l'autorité civile. Et cela permet justement d'établir de bons rapports, ce qu'on appelle autrement le RCM, les relations civilo-militaires, bien propres et qui permettent aux citoyens de se sentir sécurisés par l'agent de l'ordre et à l'agent de l'ordre de respecter et d'aider, d'accompagner les citoyens lorsqu'ils se déplacent. L'examen du rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi autorisant la ratification du traité relatif au projet hydroélectrique Grand Inga entre la RDC et la RSA a été suspendu faute d'éléments du dossier. Franklin Chamala, les Congolais ont suivi avec beaucoup d'attention le passage du ministre délégué aux Finances à l'Assemblée nationale. Mais une question qui a quand même fait tache d'huile au courant de cette semaine, c'est l'utilisation du budget et l'affectation dans certains secteurs qui n'ont pas été autorisés par l'autorité budgétaire. Il s'agit notamment des fonds alloués aux porte-parole ou à l'opposition dans l'ensemble. Il n'y a pas de porte-parole aujourd'hui dans l'opposition, mais quand même, le quota réservé à ce secteur-là a été utilisé. Comment justifiez-vous cela? Bon, d'abord, ce n'est pas de la faute du gouvernement si l'opposition politique n'est pas arrivée à se doter jusqu'à ce jour de son porte-parole. D'autre part, c'est vrai, le crédit qui était alloué au poste opposition politique au budget 2013 a connu un mouvement. Mais est-ce que ça s'appelle vol, tel que l'opposition tend à les rapporter? Ça ne s'appelle pas vol, c'est du bruit pour rien. Vous savez, en principe, en vertu du principe de l'unicité budgétaire, lorsque on se rend compte, lorsque les gestionnaires de crédit se rendent compte que tel poste de budget a des besoins pressants, il peut opérer les transfèrements ou les virements du crédit d'un poste à un autre. Les finances publiques autorisent les transfèrements d'un crédit d'un poste budgétaire à un autre lorsqu'on sent que tel poste budgétaire a des besoins pressants par rapport à tel autre. Ce n'est pas un péché que de transférer une partie ou tous les crédits d'un poste à un autre. Ce n'est pas un péché, ce n'est même pas une faute. Je pense que dans les cas d'espèce, il s'est agi effectivement d'un transfèrement ou d'un virement du crédit de l'opposition politique qui est resté comme ça au cours d'un exercice inactivé, alors que l'État avait des besoins pour d'autres postes. L'opposition a clamé cette semaine que le ministre délégué aux Finances est resté évasif quant à cette question. Non, le ministre a répondu clairement. Le ministre a répondu simplement, le ministre ne pouvait pas aller dans les petits détails. Et c'est d'autant plus que le projet de loi ayant été reçu, il est envoyé à l'ECOFIN pour un examen beaucoup plus approfondi, au moyen notamment des documents du compte général du Trésor, au moyen des copies des différents livres des caisses, au travers lesquels les paiements sont effectués. Et donc, je dis que c'est du bruit qu'on a fait pour rien. Ça ne sert à rien de jeter l'anathème sur l'État congolais, simplement parce qu'on sent du plaisir à dire le gouvernement n'est pas à sa place. Je dis, en vertu du principe selon lequel il y a unicité budgétaire, on peut transférer un crédit budgétaire d'un poste à un autre. Il y a les postes opposition politique qui a un crédit de 500 millions de francs congolais, qui reste là comme ça. Mais lorsque vous affectez quand même de l'argent qui était destiné à une ligne bien précise, par exemple l'opposition, et vous déplacez cette ligne-là sans que l'autorité budgétaire ne les sache, c'est un détournement quelque part. Ça ne s'appelle pas détournement. Je t'ai dit que les principes, les finances publiques prévoient et autorisent d'ailleurs l'autorité qui est compétente dans la gestion d'un crédit budgétaire ou des crédits budgétaires, de pouvoir opérer les transfèrements ou les virements d'un poste à un autre. Il ne s'agit pas d'un détournement. Pourquoi ça surgit seulement cette année? Pourquoi les années antérieures, la question n'a pas été soulevée? Non, non, ici, il s'agit d'un poste sensible
un poste opposition politique, donc un poste qui concerne des gens qui ont vocation de parler toujours, vous comprenez. Ils ont donc toutes les raisons du monde de parler, mais parler de la manière dont ils ont parlé, évoquant notamment les vols, je pense qu'ils n'ont pas raison. Je vous dis que les transfèrements ou le virement d'un crédit d'un poste à un autre au budget est permis, ça ne s'appelle pas du vol. Et je dis quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que les erreurs d'écriture sont courantes en comptabilité. Mais une erreur en écriture comptable est toujours corrigée par une autre écriture. Ça veut dire l'extournement d'écriture existe en comptabilité également. Et donc je ne pense pas que ce soit ici le moment de dire on a volé, qui a volé. Avez-vous déjà appris que les ministres des Finances engagent du crédit? Avez-vous déjà appris que les ministres des Finances est liquidateur de crédit? Non. Et donc ça ne sert à rien de crier ici aux voleurs, et c'est d'autant plus que les députés nationaux ont la latitude d'aller traiter ces dossiers en profondeur dans la commission ECOFIN. Le vol, il est où? On jette l'anathème sur le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas le gouvernement? Parce qu'on attend le gouvernement de cohésion nationale? Merci. Ça. Je vous retrouve tout à l'heure. Nous allons poursuivre dans ce chapitre économique pour dire que bientôt, les démarches liées à l'import et à l'export des marchandises seront facilitées grâce au guichet unique intégral du commerce extérieur. La conception de cette réforme qui vise à améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo a été lancée le vendredi par le chef du gouvernement Matata Ponyo Mapon. On en parle avec Bibi Shimuzeki Matete. C'est le Premier ministre Matata Ponyo qui a procédé au lancement de la phase d'exécution du marché de conception, mise en œuvre et gestion du guichet unique intégral du commerce extérieur en RDC. Amorcée depuis 2005, cette réforme vise l'amélioration du climat des affaires en instaurant un instrument qui simplifie et harmonise les démarches liées à l'import et à l'export des marchandises en RDC de manière à faciliter les échanges commerciaux. La mise en œuvre et l'exploitation du guichet unique intégral du commerce extérieur de la RDC a été confié au groupement Bureau Veritas Bivac Sojet. Matata Ponyo, qui compte sur le professionnalisme de Bivac, partenaire du gouvernement à travers la DGDA, a-t-on jugé l'entreprise au résultat dans le strict respect du cahier des charges. Je voudrais réitérer mes orientations adressées à tous les services et administrations publiques, à tous les opérateurs privés impliqués dans les commerces des services, ainsi que tous les services d'appui au commerce extérieur, à s'approprier cette réforme et à accorder leur collaboration sans faille à l'opérateur dans l'exercice et la réalisation de sa mission. J'invite également les comités de pilotage de la réforme du guichet unique du commerce extérieur, qui a été cité ici, d'assurer un suivi professionnel de la mise en œuvre de cette réforme et de veiller à l'accomplissement par l'État de ses engagements contractuels vis-à-vis de l'opérateur qui vient d'être recruté. Le groupement devra dématérialiser complètement les procédures de pré- et post-dédouanement, mettre en place le système informatique, réduire les procédures, les coûts et les délais des opérations du commerce extérieur et surtout booster l'augmentation substantielle des recettes du trésor public et un transfert des compétences au profit des cadres congolais. Et sachez que l'administration publique de la République démocratique du Congo doit être réformée pour être plus efficace. C'est la raison pour laquelle il s'est ouvert le jeudi un forum international sur la réforme de la modernisation de l'administration publique auquel ont pris part plusieurs pays africains. Le chef du gouvernement Matata Ponyo Mapon a procédé à l'ouverture de ces assises de 2 jours. Encore une fois retrouvé Bibi Shimuzeki Matete. Rôle de l'administration publique pour la transformation d'États post-conflit en pays émergents. Quelles réformes en vue de moderniser l'administration publique pour l'efficacité et l'accessibilité des services publics en RDC? C'est autour de ce thème que se réuniront pendant 2 jours les participants au Forum international de haut niveau sur la réforme et la modernisation de l'administration publique. Le chef du gouvernement, Matata Ponyo, qui a ouvert les travaux, a souligné que la RDC fait face à de nombreux défis pour son émergence vers le développement. L'enjeu institutionnel majeur des décennies à venir pour la transformation de notre pays est donc de faire entrer la RDC dans le cercle vertueux des réformes. Et le facteur déclencheur de ces sauts qualitatifs vers l'amélioration de l'efficacité de l'État reste et restera toujours l'administration publique. En effet,
Celle-ci est en réalité le bras séculier de l'exécutif et constitue l'ossature de toutes les structures des institutions de l'État. En effet, si la RDC veut effectivement rejoindre rapidement le cercle des économies à revenus intermédiaires, nous n'avons pas d'autre choix que d'engager une réforme courageuse de notre administration publique. Pour le ministre de la Fonction publique et le directeur des opérations de la Banque mondiale, ces échanges doivent déboucher sur la nécessité de créer un véritable contrat social entre les institutions autour de la vision, ainsi que des modalités de mise en œuvre de la réforme voulue ambitieuse de l'administration publique, l'instauration d'un cadre pour l'évaluation de la performance au sein des administrations, la mise en place d'un mécanisme administratif indépendant de contrôle, la transformation et le renforcement des capacités des structures régaliennes. Puisque nous parlons de la modernisation, sachez que le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a procédé le mercredi à l'inauguration du Centre national de commandement, de contrôle, de coordination, ainsi que du bâtiment de services d'entretien des infrastructures de la police nationale congolaise. Le C3C a pour mission de fournir une réponse permanente, appropriée, coordonnée et contrôlée de la police nationale congolaise pour mieux répondre aux besoins sécuritaires de la population congolaise, beaucoup plus particulièrement de la ville de Kinshasa. Vicky Mukeba, Chimska Pangala. Désormais, la population quinoise peut appeler gratuitement le numéro vert de la police nationale congolaise. Pour un premier temps, le 112 desservira une commune sur les 24, à savoir la commune de Kinshasa, et progressivement, ce numéro vert sera étendu non seulement dans toutes les communes de Kinshasa, mais aussi sur l'ensemble de la RDC. Appuyé financièrement à hauteur de 3 200 000 $ américains par l'agence britannique de coopération DFID, ce centre national servira de centre de commandement, de contrôle et de coordination pour les interventions de crise à Kinshasa, en permettant le déploiement dans la ville des éléments de la PNC. Il vous souviendra que l'initiateur de la réforme de la police est le chef de l'État qui a lancé cette réforme. Et nous sommes arrivés à la phase de la mise en œuvre de la réforme. Aujourd'hui, grâce à l'appui et au financement des partenaires avec le gouvernement de la République, aujourd'hui nous venons d'inaugurer 2 bâtiments. Je pense que pour nous c'est un motif de fierté et de satisfaction parce que la réforme a pris véritablement son élan et nous sommes très fiers de ça. Pour les représentants de DFID et de l'Union européenne, le C3C est un nouveau mécanisme de protection des citoyens congolais et répond aux normes internationales. Il est donc primordial que la PNC l'utilise de façon responsable dans l'intérêt des communautés qu'elle doit protéger. Au nom du gouvernement, le vice-ministre de l'Intérieur, Eugène Ngokoso, a appelé les utilisateurs à une gestion rationnelle de ces infrastructures et équipements. Il a précisé que le C3C va aider la PNC dans sa tâche de maintien et rétablissement de l'ordre public. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre Matata Ponyo a procédé à l'inauguration en premier lieu du Centre national de commandement, de contrôle et de coordination et ensuite du bâtiment de services de gestion et entretien des infrastructures. Avant de quitter le quartier général de la PNC, Matata Ponyo a remis à la police quelques véhicules et motos pour le travail sur terrain. La semaine qui s'achève a été également marquée par le procès des présumés assassins du colonel Mamadou Ndala qui se poursuivit le vendredi à Beni dans la province du Nord Kivu. D'autres détenus ont été auditionnés par la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. Le jeudi, 2 gardes du corps de Mamadou Ndala ont été entendus. Je vous laisse suivre ce reportage de Filemo Longonya-Longa. La seule personne qui a comparé à la première journée, le chauffeur des feux général Mamadou, est mort avant le début de l'audience pour la deuxième journée. Le sergent-major Dabundongala Arsène, né au Bas-Congo en 1977, était un prévenu clé dans ce procès car le seul à avoir vu le général Mamadou dans ces derniers moments. Après l'embuscade, a été confirmé par l'hôpital Santé Plus. Cette mort a surpris plus d'une personne. Maître Justin Tissambo est avocat du défunt. Il a réclamé directement l'autopsie. Je ne sais pas comment ça va tourner parce que certains vont maintenant profiter de sa mort pour dire les mensonges. Et ça ne serait pas possible
pour une bonne administration de la justice, que l'autopsie ne se fasse pas avant son enterrement. Moi-même, quand je le disais hier, la sécurité. Moi-même, en tant qu'avocat, j'ai crié à ma sécurité, on ne m'a pas crié. Vous êtes journaliste. La réponse de la Cour ne s'est pas fait attendre et l'a renvoyé la défense au parquet pour formuler cette demande. Pour le ministère public, la mort de ce chauffeur ne va pas empiéter sur le procès car selon le ministère public, le défunt avait déjà tout dit et devant le parquet et devant les OPJ et l'organe de la loi. Tout a été acté, estime le ministère public. Pour la défense, on craint que d'autres prévenus puissent profiter de cette mort pour tromper la Cour. Je ne sais pas comment ça va tourner parce que certains vont maintenant profiter de sa mort pour dire les mensonges. Et ça ne serait pas possible pour une bonne administration de la justice que l'autopsie ne se fasse pas avant son enterrement. Moi-même, quand je le disais hier, la sécurité. Moi-même, en tant qu'avocat, j'ai crié à ma sécurité, on ne m'a pas crié. Vous êtes journaliste. Notons que le défunt sergent Dabou Ndongala était poursuivi pour complicité dans l'assassinat du général Mamadou. Il était aussi accusé d'avoir mis le feu sur les véhicules du général Mamadou juste après l'embuscade pour effacer les traces et après avoir soutiré frauduleusement de l'argent et certains biens dans le véhicule du général Mamadou. Des autres gardes rapprochés du général Mamadou ont comparu, accusés de non-assistance au général et d'avoir été au courant quelques jours avant de l'embuscade contre leur chef. Ces deux commandos ont rejeté en bloc les faits leur reprochés. Le débat a été houleux. La Cour a suspendu l'audience pour la répondre demain à 9h30, heure de Béni. Béni, Jonas Mbayaï, RTGA. Au nombre des faits qui ont marqué la semaine qui s'achève, sachez que les jeunes catholiques membres de la majorité présidentielle ont été déposés un mémorandum à l'annonciature. Ils dénoncent plutôt la prise de position des évêques de la CENCO au sujet de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Ils appellent au Saint-Père de pouvoir exhorter les princes de l'Église de la République démocratique du Congo d'être une église au milieu du village. Ils sont au micro de Martin Kayembe et Sylvain Bété. Nous, jeunes fidèles catholiques, jeunes cadres catholiques chrétiens de la majorité présidentielle, issus de toutes ces provinces, de toutes les provinces de la République, adressons à votre sainteté la présente pétition pour la bonne finalité de laquelle tenons à rappeler qu'en RDC, les pouvoirs inaliénables du souverain primaire ne peuvent être limités que par le souverain primaire lui-même. Faisons remarquer que c'est en vertu de cette profonde réalité socio-juridique que la quasi-totalité des nations civilisées modernes sont passées au vu des enjeux en présence d'une première république à une deuxième république, d'un régime monarchique à une république, d'une dictature constitutionnellement organisée à un régime démocratique. Réitérons notre adhésion au projet de société ainsi qu'à la vision de paix sociale, d'unité nationale et d'émergence de la République démocratique du Congo, telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Jugeons dangereuse pour le salut de nos âmes la tendance à la politisation permanente et à outrance de nos lieux de culte, de la chaire apostolique et de nos conducteurs spirituels qui ont failli à leur vocation ecclésiastique. Sommes préoccupés par les effets prévisibles de cette action du clergé catholique, consistant à inviter Achab et Hérode ad alter apostolorum, ainsi que par l'attitude qui doit être la nôtre face à ces comportements partisans. Et en dernière instance, recourons à la très haute et éclairée sagesse du bienheureux successeur de Saint-Pierre, le pape François, pour que notre alma mater, la Sainte Église catholique de la République démocratique du Congo, soit ramenée au milieu du village, au-dessus des mêlées partisanes et politiciennes, en s'attachant davantage à la voix du Saint-Esprit. Ainsi, révisionnistes et anti-révisionnistes, coupables de quelques péchés, garderont l'espérance du pardon que procure la contrition des cœurs au confessionnal où le berger du jour les fait participer à l'action de cette parole vivante de notre Seigneur, dimite nobis, dibita nostra, sicut et nos dimistris, dibitoris nostris.
Franklin Jamala, 2 questions avant de nous séparer. La première, vous avez suivi le début du procès des présumés assassins de Mamadou Ndala. Quelle est votre réaction par rapport au déroulement de ce procès? Non, je pense que ce serait trop tôt pour nous de pouvoir nous exprimer par rapport à ce procès-là, au déroulement de ce procès-là. Et c'est d'autant plus que nous attendons que toute la vérité jaillisse de cette procédure qui est engagée sur la mort de cet officier des FARDC qui a marqué l'histoire de notre pays définitivement. Et donc, nous n'avons pas de point de vue particulier à émettre. Nous souhaitons simplement que toute la vérité soit connue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le pouvoir en place a le contrôle de la situation sécuritaire dans l'Est du pays? Au regard de la manière dont les choses ont évolué jusqu'ici, la paix se consolide à l'Est de notre pays. L'éradication des forces négatives ou des groupes armés se poursuit par les FARDC, appuyés par les Nations Unies. Et je pense que c'est un travail de longue haleine qui nécessite notre appui, nous, l'élite politique, et l'appui de toute la population congolaise. Lorsqu'en plein procès, on assassine finalement le chauffeur qui a témoigné à la première journée sur les circonstances ayant conduit à l'assassinat du général Mamadou Ndala, comment vous trouvez cela? Ça profite suspect. à qui? C'est suspect. Encore une fois, je n'ai pas d'avis à émettre là-dessus. Je note simplement que c'est suspect. C'est suspect et il appartient à l'organe de la loi de creuser pour comprendre pourquoi cet homme qui a témoigné la veille est mort subitement et dans des conditions assez floues. Et donc, je pense que c'est des choses qui arrivent lorsque des précautions de sécurité n'ont pas été prises. Par qui? Notamment, des précautions de sécurité n'ont pas été prises par l'organe de la loi en faveur, des témoins clés. Tu vas parler le pouvoir public. Je dis, l'organe judiciaire n'a pas pris ces dispositions-là en vue de sécuriser les témoins clés de ce procès s'agissant de Mamadou Ndala. Est-ce qu'il pourra y avoir des sanctions par rapport à ça? Je n'ai pas à préjuger de ça. Je n'ai pas à préjuger de ça. Encore une fois, j'attends que toute la vérité jaillisse par rapport à la procédure. Et les jeunes de la majorité présidentielle de l'Église catholique ont déposé un mémorandum. Vous avez suivi une réaction par rapport à cela? Oui, des jeunes de l'AMP, ma famille politique, des jeunes élus et non élus, sont allés pour notamment protester contre l'usurpation des qualités dans laquelle excellent de plus en plus les princes de notre Église. En définitive, lorsque les princes de l'Église catholique veulent se présenter comme étant les représentants du peuple, ils jouissent de quel mandat du peuple? Parce que le peuple a ses élus, et les élus du peuple, ses représentants, siègent à la chambre basse et à la chambre haute de notre Parlement. Mais lorsque les évêques, nous les aimons beaucoup, se présentent dans l'opinion comme étant des représentants de notre peuple, ils ont acquis ces mandats de représentation par quels moyens? Ça, c'est l'usurpation de qualité. Je pense que les jeunes de l'Église ont montré à la face du monde. C'était effectivement des jeunes de l'Église. Parce qu'on a vu même des figures qui n'appartiennent, enfin des gens qui ne sont pas catholiques parmi la délégation. Vous connaissez vraiment tous les chrétiens catholiques de ce pays? En tout cas, ceux qui sont connus, les figures de proue de la politique de ce pays, ils sont quand même connus. Vous connaissez les il y avait quand même des pasteurs là-dedans. Vous connaissez les chrétiens catholiques de Kingasani? Il y avait quand même des pasteurs dans la délégation. Mais qui vous dit que ces gens, un instant, qui vous dit que ces gens n'ont pas été baptisés dans l'Église catholique, qui n'ont pas été communés dans l'Église catholique et qui n'ont pas reçu tous les sacrements de l'Église? C'est ça qui fait que tel est catholique ou pas. Mais pourquoi avez-vous peur de l'Église catholique? On n'a pas peur de l'Église. Voici les faits. Les princes de l'Église se présentent comme étant représentants du peuple. Ils parlent en notre nom et prennent des engagements en notre nom. Par cet acte, les jeunes de l'AMP, chrétiens catholiques, élus et non élus, ont voulu démontrer à l'opinion qu'au sein de l'Église même, il y a des voix qui s'expriment différemment des évêques.
Mais maintenant, lorsque ces évêques disent qu'ils sont représentants du peuple, ils ont acquis le mandat des représentants de ce peuple par quel moyen? Parce qu'ils ne sont même pas élus. Les représentants de ce peuple, est-ce c'est l'élu qui siège au Parlement ou c'est l'évêque qui dit les cultes? C'est cette usurpation des qualités dans les chefs des évêques contre laquelle les jeunes, je suppose, sont allés protester. C'est contre cette usurpation de qualité que les jeunes saisissent le pape pour dire, vous êtes les chefs de l'église, veillez à ce que dans l'église, il n'y ait pas du désordre. Mais tout est parti quand même du message du pape. Hein. Les évêques réunis au sein de la Cinco se sont focalisés sur le message du pape Franklin. Quoi qu'il en soit, les jeunes de l'église démontrent en ce moment qu'au sein de l'église même, il y a des voix qui ne mettent pas sur la même longueur d'onde que les évêques qui se sont adjugés la qualité des représentants de l'église. En réalité, je dis, ceux qui représentent le peuple congolais ici sont les élus de ce peuple. Et ces élus-là, il faut aller les chercher au palais du peuple, pas ailleurs. C'est clair. Merci beaucoup, Franklin Chamala. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Avec vous, nous analysions et commentions l'actualité de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre journal. Merci. Et nous allons terminer avec cette information politique. Les militants du parti Lumumbiste unifié de Mbanza-Ngungu ont échangé dernièrement avec le vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Mukoko Samba. Au menu, l'appel des militantes et militants à participer donc aux préparatifs plutôt des prochaines échéances électorales, urbaines, locales et municipales. Le commentaire est signé Georges Bakaba Kangese Matolu. D'activité en activité lors de sa récente visite à Mbanza-Ngungu, Daniel Mukoko Samba a appelé à la mobilisation totale des militants du Palou du Bas-Congo, sa province d'origine, afin de permettre au parti de remporter un grand nombre de sièges aux élections urbaines, municipales et locales. Le calendrier électoral de la CENI étant connu, le prof Mukoko Samba, un des 3 ministres Palou du gouvernement Matata, s'est empressé de répercuter les messages du secrétaire général du parti, Antoine Gizenga, relayé par le secrétaire permanent et porte-parole du parti, lors d'une matinée politique du Palou à Bouma, à l'occasion du 50e du parti, être en ordre de bataille pour affronter les élections urbaines, locales et municipales qui pointent à l'horizon. Ce message, il l'adresse aux militants après son entretien avec le secrétaire provincial du Palou, le Prosec Junior Lukuzu. C'est un vrai rappel des troupes pour les Palou, en plein dans la commémoration de son année jubilaire d'or, dont le calendrier des activités est publié dans les médias. Les Palou qui ouvrent les débats pour une relecture de l'histoire de la RDC après 50 ans d'années de son existence. Les jeunes de Mbanza-Ngungu réfléchissent sur l'avenir de leur cité qu'ils veulent voir devenir une ville comme tant d'autres dans la province du Bas-Congo. Ils sont organisés autour de Daniel Mukoko Samba qui incarne selon eux leur idéal. Ce sont des jeunes qui, d'après leurs représentants, ne veulent plus être considérés comme un fardeau. Ils veulent être perçus comme des porte-parole de Mbanza-Ngungu, comme un atout et une solution. Ces jeunes n'attendent pas passivement qu'on résolve les problèmes à leur place. Ils sont eux-mêmes à la recherche des solutions. Ils seront en mesure de contribuer de manière importante au progrès de leur ville et du pays où ils assumeront leurs responsabilités pour peu qu'on leur offre un meilleur accès à une éducation de qualité, à des opportunités de travail décent et à des soins de santé. C'est la fin de cette première partie du journal télévisé sur la radio-télévision du groupe L'Avenir. Nous vous rappelons les principales articulations. Le mouvement du 23 mars se réorganise à partir du territoire de Rutshuru et Nyiragongo. C'est la société civile qui révèle cette information après avoir été alertée par la population de ces 2 coins de la province du Nord Kivu. Le mouvement du 23 mars est à nouveau ravitaillé en vivre et non-vivre à partir du Rwanda grâce à la collaboration avec le RDF. Dans un autre chapitre, le monde a célébré ce 5 octobre la journée mondiale de l'enseignement et le thème retenu cette année a été donc les enseignants pour l'égalité des genres. En République démocratique du Congo, aucune manifestation officielle n'a été organisée à l'honneur des professionnels de la CRE. Alors que les enseignants n'étarissent jamais des messages à passer aux gouvernants ou à l'opinion, mais la journée est passée sous un silence radio. Pour
suite de la première journée de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo, l'AS Vita Club a battu Racing Club de Kinshasa sur un score de 4-0 au stade Tata Raphaël. La deuxième confrontation a mis aux prises le tout-puissant Mazembe à Anglebert à l'AS Bantou. L'équipe louchoise a gagné celle de Kananga par 6-0. Mesdames et messieurs, c'était donc la l'ossature de ce téléjournal. Nous allons passer à la seconde partie de cette édition, la grande édition d'information sur la RTGA. Ce programme vous a été offert par RTL. Bienvenue à ce bulletin météorologique de la RDC de ce lundi 6 octobre. Un ciel orageux sera observé dans certaines villes du pays. À Kinshasa, il fera 22 degrés minimum durant la nuit et la température maximale sera de 33 degrés Celsius. Un temps orageux dans la matinée y sera observé avec une probabilité de pluie de 50%. À Bukavu, un temps orageux sera observé avec une probabilité de pluie de 80%. Il fera 14 degrés comme temps minimal durant la nuit et 24 degrés comme temps maximal. À Kindu, un temps orageux sera observé avec une probabilité de pluie de 80%. La température variera entre 21 degrés minimum durant la nuit et 29 degrés maximum. Voici le temps qu'il fera dans d'autres villes congolaises. À présent que vous êtes informés, à vous de prendre des précautions pour éviter les imprévus de la nature. Vous l'avez compris, la deuxième partie de cette grande édition d'information est consacrée exclusivement au sport et nous recevons sur ce plateau un invité de marque. Il s'agit du coach des Léopards de la République démocratique du Congo et de Vita Club. Mais nous allons également échanger avec Olivier Pengongo qui va donc poser avec moi des questions au coach de Vita Club. Bonsoir Olivier. Bonsoir Denis. Bonsoir Florent Ibingue. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est un plaisir. Et aujourd'hui, l'AS Vita Club a encore une fois gagné un match. Donc la première sortie de Vita Club, il a remporté la victoire sur le stade de Tata Raphaël. Quelle est votre impression après cette rencontre? De la satisfaction déjà de gagner, ça c'est important. Ensuite, il était important pour nous, après cette brillante qualification à l'extérieur, de pouvoir faire un petit peu honneur à notre public qui ne nous avait pas vu jouer ce match à l'extérieur et de faire une bonne prestation. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont rentrés contents chez eux, donc ça aussi, c'est bien. Olivier. Voilà, coach, on va directement entamer la partie la plus importante. Comme vous l'avez dit, vous avez joué une finale à l'extérieur. 16 mois de travail, une finale de la Ligue des Champions, ça relève de la magie. Non, ce n'est pas de la magie, c'est juste une combinaison de beaucoup de choses. Du travail d'abord, des athlètes, donc félicitations à eux. Ensuite, la direction qui a eu la bonne idée de garder son staff pendant 16 mois, continuant à travailler. Et puis le staff qui a fait son travail le plus sérieusement possible, et le staff médical. On n'a pas beaucoup de blessés, donc là aussi on a réussi à concocter une bonne mayonnaise. Et puis le public qui était là pour soutenir. Donc c'est une coordination de tous ces éléments qui font qu'on arrive à avancer et à décrocher les victoires qu'on a pu avoir. Est-ce que ça s'explique du fait que vous avez, on peut appeler ça comme ça, certes ça vous donne une place en Coupe de la CAF au niveau du championnat local, vous terminez 3e dans le championnat local, alors que maintenant, sans avoir joué la finale, vous êtes peut-être même champion. Oui, ce sont les aléas du football. Je crois que tout n'est pas comme ça, figé, immuable. On a fait un bon championnat, mais malheureusement, on s'est tassé lors des 2 dernières rencontres qui ont fait qu'au lieu de rester en tête du championnat comme on l'était,
En 2 rencontres, on a eu 2 défaites qui ont fait qu'on s'est retrouvé à la 3e place. Bon, on reste fair play. Félicitations à Mazembe, félicitations à Sangabalende qui ont réussi à passer devant nous. On a eu la 3e place, on était qualifié quand même pour une Coupe d'Afrique, pas celle qu'on voulait. Mais voilà, là on arrive au niveau de la phase où on peut se qualifier pour la Ligue des Champions. C'était un objectif de la saison, la Ligue des Champions. Oui. On ne l'a pas eu, on a la possibilité de se rattraper à ce niveau-là. Bon, on va tout faire pour y arriver. Ah, on va parler de la partie Léopard parce que dans 5 jours pratiquement vous devez affronter la Côte d'Ivoire en 2 confrontations directes. Est-ce que vous avez le temps de préparer ces matchs? Est-ce que ce n'est pas indigeste? Est-ce que c'est facile de travailler avec 2 équipes avec des ambitions aussi élevées que Vec Club et les Léopards? C'est pas indigeste. Je pense que le mot n'est pas bien choisi. C'est pas indigeste, c'est un plaisir. Parce que travailler dans Vec Club, une équipe qui est au sommet, et puis l'équipe nationale avec un défi majeur, parce que vous venez de parler de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être la meilleure nation africaine au niveau du football, donc c'est un vrai challenge. Donc c'est d'autant mieux de jouer ces équipes-là. Quand on fait du football de haut niveau, c'est pour jouer des grands matchs. En voilà un qui arrive, on ne va pas le bouder, ça va pas j'espère que ça demande quand même plus d'énergie, plus ça de demande temps. de l'énergie, mais pas indigeste. Faisable. Oui, mais quand j'ai dit que c'est indigeste, je me demande comment en 4 jours vous allez rassembler tous vos joueurs venant de partout, Russie, Europe, Lubumbashi, Kinshasa, les regrouper en si peu de temps et faire un travail sérieux pour arriver à un résultat. Ça, c'est le lot de toutes les équipes nationales. On ne peut pas se perdre, on ne peut pas se plaindre. Toutes les équipes nationales, il n'y a pas que l'équipe du Congo. Même la Côte d'Ivoire, ils vont se retrouver que pendant 4 jours. Ils ont par contre un avantage certain par rapport à nous, c'est qu'ils ont joué la Coupe du Monde. Ils sont ensemble depuis longtemps, donc ils se connaissent beaucoup plus que nous. Nous sommes en reconstruction, mais ce sont les aléas du football moderne. On a les équipes que 4 ou 5 jours. Et avec ça, on doit essayer de créer une mayonnaise, tout simplement. À nous de nous qualifier. Si on arrive à se qualifier, on aura plus de temps pour se connaître, pour avoir plus d'automatisme. Claude Leroy disait sur un média que ce n'était pas facile parce qu'il vous faut des stages et d'organisation pour recréer une nouvelle base. Parce que quand vous êtes entraîneur des Léopards, vous ne gérez pas que l'équipe senior. Comment prenez-vous ces points de vue-là? C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, effectivement. On doit pouvoir être disponible pour avoir des stages, on pourra pouvoir des matchs amicaux. Mais tout ça aussi, ça demande des moyens. Je crois que tout le monde doit comprendre que le football congolais doit se remettre à reconstruire. On doit être en reconstruction. Et ce n'est pas seulement le stage de 4 jours, 4-5 jours. Il y a la fédération, et il y a les gouvernements, puisque c'est le principal bailleur de l'équipe nationale. Et puis, il y a les entraîneurs. Et puis, les entraîneurs avec tous les clubs. Pas seulement les clubs à l'étranger, mais les clubs ici, qu'il faut considérer au même titre que les clubs à l'étranger, qui doivent donner les joueurs. Et puis, tout le monde doit avancer dans le même sens. Il faut vraiment une symbiose. Quel est le contrat qui lie Florent Ibenge avec les Léopards? Ça va aboutir à quoi? Ça nous amène où? On a signé un contrat d'une année. On a signé un contrat d'une année, donc le mois dernier, pour pouvoir justement continuer à travailler. Je pense que c'est un petit peu aussi une mise à l'épreuve. Le fait de ne pas avoir eu un entraîneur rapidement. Je pense qu'on essaie de voir un petit peu comment je travaille. Et puis après, on verra. Oui, mais donc on va dire que c'est un essai-erreur ou c'est un vrai contrat avec objectif? Non, c'est un contrat, un vrai contrat, avec les objectifs, avec les obligations et les devoirs et les obligations de chacun. Un vrai contrat. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre d'Ibenge au niveau de l'équipe nationale? Du travail. Je vais travailler pour pouvoir emmener l'équipe le plus haut possible. C'est tout ce que je peux permettre c'est tout ce que je peux promettre aux Congolais. Je ne sais pas faire autre chose que de travailler et d'essayer d'emmener cette équipe le plus loin possible et le mieux possible. Il faut se regarder en face. Il faut se regarder en face et pas penser qu'on est les meilleurs joueurs, les meilleurs pays du monde. Il faut savoir où on est, où on était, avec quels joueurs et qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner. Et c'est pour ça que j'ai commencé à établir une longue liste de joueurs pour pouvoir justement aller de l'avant avec l'équipe nationale.
pas forcément avec les mêmes joueurs. Oui, mais une petite question, comment vous procédez pour établir quand même cette liste définitive, enfin une première liste? La liste n'est pas définitive, c'est tout simplement parce que je fais mon métier. Si je veux compléter sa question, vous partez des 107 à 28 joueurs. C'est normal. Sans les avoir tous eu, sans les avoir testés. Vous procédez comment? On ne peut pas tester en équipe nationale. On ne peut pas tester en équipe nationale. Les joueurs sont dans des clubs, ils évoluent dans certains championnats. Alors, on sait bien qu'un joueur qui joue dans le championnat d'Angleterre a des fortes chances d'être un bon joueur. Parce qu'il y a eu un écrémage qui s'est fait déjà depuis longtemps. Et ce sont l'élite. Donc, il faut regarder au niveau de l'élite, les joueurs congolais qui jouent dans l'élite, tout simplement. Si je vous dis, ceux qui sont ici au pays, on ne va pas prendre dans l'équipe nationale, c'est au-dessus des clubs. Si vous voulez prendre au-dessus des clubs, il faut prendre les joueurs qui évoluent au sein de l'ASV Club ou de Mazembe. Ce sont ces clubs-là qui jouent le plus haut niveau au niveau du pays. D'autant plus que c'était les deux seuls clubs en compétition. Depuis le mois de mai, il n'y a que les joueurs de V-Club et de Mazembe qui sont en compétition. Tous les autres clubs ne jouent pas. Donc ils sont déjà pas éligibles au niveau de l'équipe nationale. Ensuite, on se retourne vers tous les joueurs congolais du monde. Oui, Florent Ibenge, nous allons terminer cet entretien. Est-ce que vous avez les moyens pour aborder cette compétition? Les moyens, je ne peux pas dire que j'ai les moyens que peuvent disposer l'équipe de France ou de Belgique ou l'équipe d'Algérie. Mais on a les moyens que le sport congolais nous donne. Et avec ces moyens-là, on essaie de faire le mieux possible. Je ne regarde pas dans l'assiette du voisin. J'essaie de faire, en fonction des conditions que j'ai, d'améliorer mon quotidien. C'est ce que je fais. Et la même chose que je fais au niveau de l'ASV Club. Je sais qu'il y a des clubs qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Mais ça n'a pas empêché qu'on puisse les éliminer. Non, mais M. Florent Ibenge, c'est vrai, c'est peut-être parce que vous ne savez pas. La RDC, à chaque fois qu'elle participe dans une grande compétition, c'est l'équipe qui donne peut-être parmi les meilleures primes des tournois. Vous avez les CHAN où le pays est capable de débourser 35 000 à la veille du championnat. Est-ce que dans votre plan de travail, parce que vous avez signé un contrat, comment avez-vous organisé les choses pour éviter que l'argent ne sorte qu'à la dernière minute, finalement qu'on vous sert à temps? Est-ce que vous avez déposé un plan de travail à temps au niveau du gouvernement pour que vous puissiez avoir les moyens à temps? Au niveau du gouvernement, le gouvernement traite avec la fédération de ces choses-là. Oui, mais les projets doivent venir... Oui, mais moi je laisse chacun être responsable, chacun faire son travail. L'ingérence n'apporte rien de bon. Donc chacun est responsable de ce qu'il a à faire et chacun doit pouvoir améliorer les choses pour que le football congolais puisse avancer. Donc voilà, tout simplement. Hervé Renard demande à son équipe nationale de s'appliquer au stade Tata Raphaël et de confirmer au match retour. Quel sera alors le message de Florent face à ces joueurs? Moi j'ai envie de gagner tout simplement. Il a raison de dire ça pour ses joueurs. Il faut qu'il gagne ici, sinon lui aussi il est un petit peu en danger. Donc moi je vais demander à mes joueurs, quoi que ce soit la meilleure équipe africaine, avec des joueurs emblématiques, des joueurs sur lesquels je m'appuie justement pour essayer de convaincre nos meilleurs joueurs de venir, des joueurs comme Yaya Touré, des joueurs comme Gervinho qui font la fierté de l'Afrique. Ils vont venir à Kinshasa, mais mon discours sera simple, c'est rentrer sur le terrain avec l'envie de les battre, tout simplement. Nous allons terminer peut-être avec un message de votre part aux supporters de Vita Club et peut-être pour les supporters de Léopard. Oui, aux supporters de Léopard, c'est l'échéance. On a 2 matchs importantissimes. Ces 2 matchs-là vont décider de beaucoup de choses. Et on ne gagne pas tout seul. Et j'ai envie vraiment que les joueurs soient fiers. Alors là, on a gagné, tout le monde est sorti, tout le monde est très content, tout le monde était fier. Mais les choses, il faut pas attendre les choses. Il faut aller les chercher. Et les victoires, on va les chercher. On a besoin d'un public qui aille chercher les victoires. Pas un public qui vient, qui vous accompagne pendant 90 minutes. C'est ça un public. C'est ça un public. C'est pas. J'ai pas besoin de spectateurs. Les spectateurs sont à la télévision, c'est très bien. Mais ceux qui viennent au stade doivent participer, doivent pousser leur équipe. C'est vraiment ça le message pour qu'on puisse gagner. Pas acculer l'entraîneur ni les joueurs. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'entraîneur vient pour gagner. L'entraîneur ne vient pas pour perdre. L'entraîneur ne vient pas pour perdre. Quand je mets l'équipe en place, c'est en mon âme et conscience, l'équipe que j'estime pouvoir amener le résultat. Mais ils ont besoin. Je dis encore une fois, on va jouer la Côte d'Ivoire, de Yaya Touré, de Gervinho. Ce n'est pas une petite équipe.
Donc on a besoin à 90%, enfin pendant 90 minutes, d'avoir un public, mais derrière nous, à fond, mais vraiment à fond. Merci beaucoup Florent Ibenge, merci beaucoup Olivier Pengogo. Tout le plaisir était pour moi d'être avec vous sur ce plateau pour commenter l'actualité sportive de la Lina Foot. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande session d'information, mais avant de nous séparer, les rappels de titres. Sonnette d'alarme, le mouvement du 23 mars se réorganise à partir du territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. C'est la société civile qui révèle cette information après avoir été alertée par la population de ces deux coins de la province du Nord Kivu. Le mouvement du 23 mars est à nouveau ravitaillé en vivre et non-vivre à partir du Rwanda grâce à la collaboration avec le RDF. Dans un autre chapitre, le monde a célébré ce 5 octobre la journée mondiale de l'enseignante et de l'enseignant. Le thème retenu cette année a été donc les enseignants pour l'égalité des genres. En République démocratique du Congo, aucune manifestation officielle n'a été organisée en l'honneur des professionnels de la CREI. Alors que les enseignants n'étarissent jamais des messages à passer aux gouvernants ou à l'opinion, mais la journée est passée sous un silence radio. Poursuite de la première journée de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. L'AS Vita Club a battu Racing Club de Kinshasa sur un score de 4-1 au stade Tata Raphaël. Et sachez également que la deuxième confrontation a mis aux prises le tout-puissant Mazembe Anglebert à l'AS Bantou. L'équipe louchoise a gagné celle de Kananga par 6-0. Mesdames et messieurs, c'est vraiment la fin de cette grande session. Restez avec nous sur la RTGA. Nous avons 5 ans,